Bienvenue sur le podcast Enseiez-vous. Découvrez le parcours et les conseils de Antoine Lee, Ensei Alumni Promotion 2015, qui avait intégré notre école d'ingénieur après une prépa MP. Aujourd'hui, Chief Data Science Officer chez SCOR, il a accepté de parler actuariat et data science avec F. Samani, élève ingénieur de première année, admise après une prépa BL, et Roman Le Potier, en deuxième année et qui avait intégré l'Ensei après une double licence mathématiques et physique. Bonne écoute. Bonjour également, merci pour cette invitation pour ce podcast. Antoine Lee, donc moi je suis de la promotion 2015. Actuellement, donc du coup, je suis Chief Data Science Officer chez SCOR, qui est une compagnie de rassurance. Je gère globalement une équipe à l'international d'une vingtaine de personnes, principalement des data scientists et des machine learning engineers, on va en revenir dessus, qui vont travailler principalement sur du développement de solutions appliquées au risque assurantiel. Donc, ce qui justifie un petit peu ma double casquette actuelle. D'un point de vue académique, effectivement, j'ai fait l'NCE. Je suis issu de la voie actuariat initialement. J'ai complété un cursus académique avec moi un double diplôme en data science, justement, avec une forte composante software development. Et par la suite, j'ai fait une thèse également en mathématiques pour creuser ces sujets de data science appliqués à l'assurance. Donc, c'est un petit peu, on va dire, le bagage académique qui m'a permis de m'amener là où je suis aujourd'hui. Avant de rejoindre SCOR, j'ai travaillé pour un cabinet de conseil qui s'appelle Milliman, dans lequel j'ai commencé principalement sur des sujets de recherche et développement. Et ensuite, j'ai évolué progressivement. Donc, j'ai fait un petit peu de développement logiciel pendant à peu près 2 ans. Puis ensuite, plus du développement commercial, sur lequel j'ai vraiment travaillé sur des sujets d'application, des techniques de data science à des problématiques assurantielles, comme par exemple tout ce qui était usage des données de voitures connectées et le lien, par exemple, avec des produits d'assurance automobile. C'est un exemple. Donc voilà un petit peu vraiment très succinctement qui je suis. Donc ça fait maintenant 9 ans que je travaille sur ce secteur et j'ai toujours évolué sur la partie application, la data science en assurance. Et vous avez toujours su que vous voulez travailler dans le domaine de l'assurance ou vous avez au début votre orientation, vous avez pensé à d'autres domaines? Alors pas du tout. Moi je veux devenir pilote de chasse à la base. Donc rien à voir avec devenir actuaire. J'aurais jamais pu prédire que j'allais devenir actuaire, data scientist. Je suis arrivé à l'ENSE parce que j'aimais les maths dans un premier temps. Bon, j'aimais les maths et la physique, mais j'aimais bien les maths de manière générale. J'ai découvert ce que c'était l'actuariat vraiment à l'ENSE et plus particulièrement pendant ma césure. Ça, c'est peut-être un petit conseil que je peux donner aux ENSE. Les stages, c'est ultra important, notamment lorsqu'on ne sait pas trop où on va. C'est vraiment l'expérience professionnelle qui m'a convaincu dans mes choix d'orientation académique. Quand j'ai fait ma césure, j'avais en tête potentiellement de faire de la finance quantitative ou de l'actuariat. J'hésitais entre les deux. Donc, je m'étais dit, bon, je vais utiliser la césure pour déjà me faire une première expérience. J'avais réussi à trouver un stage assez quantitatif qui était proche de la modélisation quant mais en assurance. Donc, je me suis dit, bon, une pierre deux coups. C'est comme ça que j'ai commencé à Milliman. On commençait à parler du big data, on parlait pas de data science encore. Et c'est là où je me suis dit, je suis assez curieux, j'ai envie de voir ce que c'est. J'ai fait un autre stage qui m'a beaucoup plu, mais je suis sorti un peu frustré de ma compréhension de la data science. J'avais pas assez vu ce que c'était. C'est ça qui m'a amené en troisième année à me dire, je vais continuer en actuariat parce qu'il y a cette notion de titre de qualification qui, pour le coup, est assez utile. Que si on fait pas la filière actuariale, on le paiera pas. Donc, c'est ça qui m'a poussé à continuer à l'actuariat et j'ai pris toutes mes options data science, beaucoup de cours qui étaient communs avec le cours du MBA et j'ai fait mon master en parallèle. Alors, je sais c'est pas trop quelque chose que le corps enseignant, en tout cas, souvent aime trop, mais j'ai fait un master hors convention. Donc, ça veut dire que c'était un peu plus exigeant, on va dire. Je faisais 2 fois plus d'heures. Il fallait jongler entre les dates d'examen de l'un et de l'autre sans forcément qu'il y ait, on va dire, d'accommodation sur les emplois du temps. C'était un peu compliqué, mais ça s'est fait avec un peu de motivation, justement, avec cette curiosité. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé là où on va dire je suis aujourd'hui. C'était parce que j'étais curieux sur les deux aspects. Il n'y avait pas forcément de pont lié entre les deux, entre l'actuariat et la data science quand j'ai commencé. Et j'ai fait un peu ce pari de se dire, pourquoi pas être dans les premiers à faire ce lien concret d'un point de vue académique. Ça veut dire que c'était un pari gagnant, on va dire. Mais c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. C'était pas du tout prémédité ou c'était pas forcément quelque chose où je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. C'était plus assouvir ma curiosité, de m'assurer que je puisse m'épanouir dans ce que j'aime. Vous venez d'aborder
le pont académique que vous avez fait entre la data science et l'actuariat. Est-ce que pour vous, justement, ces deux disciplines, finalement, en quoi elles se différencient, en quoi elles se complètent, qu'est-ce que l'une peut apporter à l'autre, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire d'après justement vos expériences à la fois académiques et professionnelles? C'est un sujet effectivement une question qui se pose et qui s'est énormément posée au tout début. La réaction des actuaires, on va dire plutôt traditionnels, conservateurs, au départ, c'était de dire mais la data science, c'est juste un nouveau mot un peu fancy pour rebrander l'actuariat qui est pas très sexy. Actuariat, on imagine un statisticien, voilà, qui parle que de chiffres et de primes actuarielles, pas très intéressant. À l'inverse, data scientist, c'est un petit peu la personne dont tout le monde s'arrache, super, qui sait faire des choses assez paillettes, on va dire. Il faut savoir que ce sont quand même deux disciplines différentes qui vont utiliser parfois des outils qui sont communs, mais vraiment on va avoir deux approches différentes. Le data scientist, commençons par l'actuaire parce que c'est plus simple. Déjà, un actuaire, c'est vraiment quelqu'un qui va être, on va dire, un expert de la compréhension des mécanismes assurantiels. Si je devais le résumer, je le définirais comme ça. Quand on dit ça, déjà l'actuariat, c'est assez large comme définition, et ça on s'en rend compte quand on travaille. Peut-être dans les études on le voit pas assez, mais en fait quand on travaille au quotidien d'une compagnie d'assurance, on va avoir plusieurs types en fait d'experts en assurance. On va avoir des gens qui vont être très experts de la sélection des risques, des experts en pricing. Souvent on pense à un actuariat, c'est quelqu'un qui est capable d'estimer la valeur d'un risque, en tout cas le prix d'un risque. Souvent c'est ce qu'on va dire. On pense souvent à cet aspect, mais il y a toute une multitude en fait de métiers autour qui nécessitent des connaissances actuarielles et qui sont aussi très importantes. Quand on estime un prix actuariel, on va avoir besoin aussi de notions réglementaires et de notions de mécanismes un peu comptables, financiers, qui vont nous forcer parfois à faire des choses assez avancées en modélisation pour être capable de projeter et de quantifier ces fameuses probabilités. Donc c'est là en fait on va retrouver plein d'outils, des outils mathématiques, des outils probabilistes, des outils des mécanismes qu'on peut également retrouver en finance par ailleurs, comment être capable d'estimer le prix d'un flux futur, par exemple. C'est des choses qui sont à la frontière entre finance et assurance. Donc un actuaire va vraiment graviter autour de ses connaissances dans un cadre réglementaire bien particulier qui est l'assurance. Comment utiliser ces outils mathématiques pour s'assurer qu'à la fin on puisse fournir une couverture contre un risque. Ça c'est le but premier d'un actuaire. Lorsqu'on fait ça, on va devoir utiliser des outils, et dans ces outils, c'est là où on va avoir une intersection avec la data science. Parfois, dans les outils qu'un actuaire va utiliser, on va utiliser des techniques qu'également qu'un data scientist va pouvoir utiliser, sans forcément avoir cette connaissance de finalité de pourquoi on les utilise en data science. Donc, un data scientist, pour prendre un exemple concret, quand on établit un prix en actuariat, déjà, il faut savoir comment on estime un prix en actuariat. Et ça, c'est une technique actuarielle. D'être capable de dire, une approche, ça peut être par exemple décomposer fréquence coût moyen, il y avoir des modèles statistiques qui vont être derrière, et ensuite pour l'estimation des paramètres de ces modèles, on peut utiliser différentes approches, différentes techniques. On peut utiliser des modèles traditionnels qui sont historiquement enseignés en actuariat, donc des modèles plutôt statistiques probabilistes. Si on a un peu plus de données, on va pouvoir utiliser des techniques qui vont venir plutôt historiquement du monde de la data science. Donc on va juste étendre notre panel d'outils de modélisation, mais la technique initiale reste de l'actuariat. De se dire d'abord mon but premier c'est d'estimer un prix, et de comment je le fais, c'est là où on va dire je vais plutôt m'ouvrir l'esprit plutôt que de rester sur des choses traditionnelles historiquement enseignées. Je vais regarder ce qui est enseigné dans d'autres disciplines. Ça peut venir de la data science, mais ça peut aussi venir d'autres domaines. Ça peut venir de l'économie, ça peut venir toute discipline qui potentiellement utilise de la modélisation. Ça, c'est déjà un premier aspect, c'est que dans la distinction, c'est la finalité qui va distinguer le premier. Data science, si on regarde la terminologie, moi c'est pareil comme ça que je le définis. Alors déjà, il y a souvent on pense à la science en data science, mais il y a aussi toute la partie de données qui est très importante. Un data scientist va vraiment du coup se focaliser sur de manière un peu plus, je vais dire, générique, un petit peu marque blanche, c'est de générer de la valeur à partir de la donnée. Quand on dit ça, on dit à la fois tout et rien. Ça veut dire qu'en fait, un data scientist, il peut opérer, il n'est pas typé un secteur d'activité. Il n'a pas forcément de connaissances a priori sur un cadre réglementaire particulier, ni sur les contraintes avec lesquelles il doit évoluer. Donc, un data scientist, finalement, c'est un petit peu une boîte à outils qui, pour générer de la valeur, va avoir besoin quand même de connaître le secteur d'activité dans lequel il évolue. Par contre, le data scientist, du coup, en conséquence, va peut-être avoir une boîte à outils qui est un peu plus fournie, un peu plus polyvalente, et un peu plus large qu'un actuariat. Donc, quelqu'un qui va savoir effectivement normalement bien approcher un problème et d'y répondre avec une approche pragmatique, modélisation. Ça, c'est aussi des choses qu'on retrouve dans les mathématiques appliquées de manière générale. Il va savoir également l'implémenter. Donc ça, on va plutôt les piocher dans la catégorie de la discipline plutôt informatique, implémentation. Et également être capable de s'interfacer avec des systèmes de données. Donc là, on va plus rentrer vraiment dans la partie, on va dire, plus
métier /IT, c'est-à-dire quelles données choisir, ça va être une compétence propre au domaine d'application de la data science. Donc ça, c'est une connaissance plutôt métier, de comprendre quel type de données je suis en train de manipuler. Et après, il y a la partie plus technique de comment je m'y connecte. Est-ce que c'est une base de données d'un serveur, d'un service particulier? Est-ce que la donnée est volumineuse, en quel cas je dois utiliser d'autres technologies? Est-ce que je dois me connecter avec des infrastructures type cloud? Mais ces choses-là, c'est des techniques qu'on attend d'un data scientist. Donc c'est assez large, mais moins spécialisé du coup. Donc vraiment la finalité va pas être la même. Générer de la valeur à partir de la donnée, c'est le but premier d'un data scientist. Un actuaire, c'est déjà typé dans le métier. On est forcément dans le secteur assurantiel et on a un but premier qui est d'assurer qu'on puisse fournir une couverture à des événements dans des meilleures conditions. Donc il y a aussi un aspect réglementaire, il y a un aspect compréhension des mécanismes comptables, gestion financière, de la meilleure modélisation juste et éthique. De manière assez conséquente en fait. Enfin, ça fait même partie du métier de l'actuaire et de la charte éthique des actuaires. Vous travaillez notamment chez Score, qui est une entreprise donc de réassurance, il me semble. Est-ce que vous pourriez préciser ce que cela signifie et justement quels sont les rôles et les domaines d'application de l'entreprise? Oui, bien sûr. Alors donc Score, effectivement, c'est une compagnie internationale, donc comme toutes les compagnies de réassurance. Vraiment très simplement expliquer la réassurance, on assure des assureurs. De manière assez simple, ça va comprendre. Qu'est-ce que ça change par rapport à l'assurance qu'on connaît du quotidien? C'est que, bon, déjà, dans un premier temps, on va pas être exposé, on va dire, aux individus de manière directe. Donc, c'est cette différence entre un réassureur et un assureur. Du coup, je repose une question. Vous venez de parler du côté international. Vous parlez beaucoup en anglais. Puis pourquoi c'est autant tourné vers l'international? Alors c'est plutôt la réassurance pour le coup, elle est tournée vers l'international par, on va dire, de par la nature en fait de ce qu'on tente de faire en réassurance. Donc c'est vraiment mutualiser les grands risques. Et en fait, quand on parle de grands risques, souvent ça va être, il y a deux effets. Il y a un risque quand un événement survient. Il y a deux manières de le voir. Il y a son intensité et la fréquence à laquelle il survient. Je reprends l'exemple du risque automobile. Quand on fait un accident de voiture à l'échelle individuelle, il va y avoir le moment où ça arrive. Et donc un assureur va essayer entre guillemets de l'estimer en probabilité et l'intensité de cet événement. Est-ce que vous allez juste abîmer votre voiture ou est-ce que potentiellement l'accident va malheureusement impliquer des dommages physiques à une ou plusieurs personnes? Donc il y a ces deux dimensions qui sont à prendre en compte. Quand on parle de réassurance, quand on parle de grand risque, c'est lorsque au moins l'une des deux est vraiment extrême. Donc c'est soit en fait on va chercher à se couvrir contre le fait que d'un seul coup beaucoup d'événements arrivent au même moment. Si je reprends l'exemple des catastrophes naturelles, quand on a une inondation ou une tempête, d'un seul coup, on va avoir plusieurs villes, plusieurs habitations qui vont être touchées au même moment, d'un seul coup, et avec en plus de ça une intensité qui est également potentiellement élevée. La fréquence, on va essayer de s'en prévenir, c'est une manière de voir un risque comme grand, et l'intensité également. Donc, on peut prendre par exemple, imaginons une catastrophe industrielle. Donc là, on va avoir un seul événement. Donc en fréquence, ça va être faible. Par contre, cette unité d'événement peut avoir d'énormes conséquences. Quand on a par exemple un navire qui échoue sur une plage, qui malheureusement crée une marée noire, ça va être un seul événement qui heureusement n'arrive pas si souvent que ça, mais les conséquences sont assez grandes. Donc le dommage financier peut être conséquent. Donc la rassurance, de manière générale, c'est pour se prémunir de ces grands risques. Et c'est une question d'échelle. Quand on regarde à l'échelle d'un territoire unique, souvent, en fait, le seul moyen de se prémunir, entre guillemets, de se couvrir d'un point de vue assurantiel contre ce risque quand il est grand, c'est de le mutualiser en étendant la couverture géographique. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, assez mécaniquement, les rassureurs sont internationaux. Ça, c'est une première raison. C'est propre à la rassurance, c'est pas forcément propre à l'assurance. En assurance, on peut très bien évoluer, notamment en style NCA, dans un milieu franco-français, en parlant très peu anglais. Quand je travaillais pour Milliman, qui est un cabinet de conseil, donc j'ai eu la chance d'interagir avec différents assureurs. Il y a des assureurs qui nous demandaient concrètement de traduire tous les livrables en français. D'accord. Merci beaucoup pour cette clarification. Et donc, vous venez d'écouter le côté très international de la réassurance. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous a attiré ce côté international, justement, pour ensuite travailler dans une entreprise comme Score, plus globalement dans la réassurance? Alors oui, après je dirais que c'est pas forcément le côté international de manière, on va dire, première qui m'a attiré. Je suis quelqu'un de nature assez curieuse, donc c'est
J'aime bien quand les choses sont assez diversifiées. Et dans le côté national, forcément, on retrouve cette diversité culturelle qui est pour moi quelque chose d'assez riche en termes d'apprentissage. C'est aussi en contrepartie quelque chose de beaucoup plus exigeant parce que s'adapter aux différentes cultures, c'est pas forcément quelque chose de facile. Déjà, il faut être à l'aise avec la langue. C'est une première chose. Et ensuite, il faut aussi être à l'aise à évoluer dans un milieu où il y a beaucoup de choses qui passent au travers des moyens de communication. Donc l'NCA, c'est vrai qu'on on est souvent assez technique, ça c'est un petit peu on va dire le référentiel, parler en mathématiques, genre, si je puis dire. En fait, on se rend vite compte que parler mathématiques dans certains pays, ça se fait pas de la même manière, ça se fait pas au même niveau, et donc il y a ça qui se rajoute. Donc j'ai envie de dire, ce qui m'a motivé, c'est surtout la diversité culturelle dans un premier temps, la curiosité. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai fait une thèse, c'est vraiment ça qui m'a orienté. Il s'avère que j'ai eu la chance d'être exposé à l'international, qui a fait que ça a renforcé non seulement mon expérience à l'international et ma volonté de continuer d'évoluer sur cet aspect. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je recherchais de manière primaire. C'est, on va dire, plutôt une conséquence de l'attrait que je peux avoir pour la diversité de manière générale. Merci d'avoir écouté cette première partie de l'interview d'Antoine Lee, Chief Data Science Officer chez SCOR. La suite dans le prochain épisode du podcast NCA et vous. À bientôt.